Monde numérique. Les startups se ramassent à l'appel au CES de Las Vegas, en particulier à l'Eureka Park, cet espace qui leur est réservé. J'y ai consacré ma journée de mercredi et je vais tout vous raconter. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, partenaire de Monde Numérique, pour cette série spéciale Las Vegas 2026. 1400 startups environ selon les organisateurs sur 3500 à 4000 exposants au total, c'est pas mal. Les jeunes pousses poussent comme des champignons, c'est le cas de le dire. En tout cas, elles constituent historiquement un très gros morceau au CES de Las Vegas. Les startups qui sont rassemblées donc dans un espace particulier, l'Eureka Park, au premier niveau du Venetian Expo, ce gigantesque espace accolé au délirant hôtel Venetian avec ses canaux, ses gondoles et son faux ciel. Les startups sont regroupées par pays. Alors il y a la French Tech notamment, et particulièrement la French Tech, car c'est un peu sous l'initiative de la France d'ailleurs qu'au fil des années, eh bien, les startups se sont groupées par entité géographique. Mais la French Tech est moins imposante, la délégation French Tech est un peu moins imposante que les années précédentes. Bon, pas déshonorante, il y a beaucoup de monde quand même, une centaine de startups, mais on est quand même loin des grandes heures de la French Tech flamboyante, ce qui, dans un sens, n'est pas plus mal, parce qu'à l'époque, ça flamboyait beaucoup en quantité, mais pas forcément toujours en qualité. Alors, il n'y a pas que les Français à Las Vegas, évidemment. Cette année, grosse présence asiatique, encore plus que d'habitude, et notamment chinoise. Comme dans tous les espaces clés du CES d'ailleurs, et dans tous les secteurs technologiques, les Chinois sont là, c'est clair, très offensifs, très sympathiques au demeurant quand on les rencontre, mais ils en veulent. Ils ont énormément de technologie à écouler, à faire connaître, et ils sont prêts, on le sent, ils sont hyper motivés. Alors ça va de la e-santé à l'automobile, en passant par l'intelligence artificielle. Au milieu de toutes ces startups, pour aller à la chasse à la vraie innovation, eh bien il faut un flair de fin limier et quelques années d'expérience, on va pas se mentir, parce que, eh bien il faut trier, il y a du bon et du moins bon. Entre une trottinette connectée, une appli pour détecter le cancer du sein et quelques robots plus ou moins fonctionnels, on a vite fait de se perdre. Il faut ouvrir l'œil pour distinguer le bon grain de livret, autrement dit la nouveauté vraiment prometteuse, même si elle en est encore parfois qu'à ses balbutiements. Alors parmi les tendances cette année, eh bien comme d'habitude, la e-santé, les objets connectés, les applications et autres et les services pour la santé. Mais cette année, on va plus loin, donc avec des objets connectés, des applis en tout genre, des équipements un peu bizarres. On va plus loin que la e-santé traditionnelle. On parle de longévité, vivre plus vieux et vivre longtemps en bonne santé grâce à la tech. C'est donc la nouvelle promesse. Et j'ai justement rencontré sur place l'un des apôtres de cette néo-religion venu faire son marché parmi les gadgets en tout genre qui promettent donc de nous aider à vivre plus longtemps. C'est le Français qui vit en Californie, Arnaud Auger. Bonjour Arnaud Auger. Bonjour Jérôme. De KT Innovation, geek parmi les geeks. Exactement, voilà. Voilà, on n'a jamais assez de wearables, donc je vais faire mon shopping. Alors Arnaud, c'est le monsieur wearable, donc les objets connectés à porter sur le corps. Il en a partout, là, il a un magnifique blouson. C'est quoi, c'est un blouson lesté ? Non, alors là c'est lesté, le t-shirt est lesté. Le t-shirt est lesté, mais pourquoi ? Nike. Parce qu'en fait, si tu penses qu'à 5% de ton poids de corps supplémentaire, tu brûles quasiment 15% de calories en plus. Donc là, du coup, on va faire 25 000 passes aujourd'hui. J'aurais brûlé au moins 200-300 calories rien grâce au t-shirt. Eh oui, parce que ton grand truc, c'est le biohacking, c'est comment améliorer sa santé grâce aux technologies. D'ailleurs, on a réalisé une longue interview disponible sur Monde Numérique. Ton regard sur ce CES 2026, en quelques mots, comment tu le définirais ? Extrêmement intéressant, surtout que le CES a défini 3 grandes méga tendances cette année. Et la tendance qui m'intéresse le plus, c'est la longévité. Et donc ça, hyper intéressant quand même que la plus grande conférence tech au monde parle de la longévité comme la méga tendance qui va définir la prochaine décennie. Et en effet, parce que la longévité, ça ne concerne pas que la santé. Donc il y a beaucoup de solutions autour de la santé digitale, et notamment autour de la prévention, la détection au plus tôt, et aussi des traitements de précision. Mais la longévité, ça comprend aussi finalement notre environnement, donc avoir
côté, je voyais une start-up qui permet d'avoir des textiles avec du coup moins de toxines dedans. Donc ça peut intégrer en effet la mode, la nourriture, le sport. Des espèces de capsules de régénération aussi. Exactement, de réjuvénation. Vous rentrez dans la capsule, vous ressortez le plus jeune. C'est sérieux ça ? À mon avis, il faut surtout le faire régulièrement. Mais il y a pas mal de technologies, par exemple sur les lumières rouges qui permettent en effet de mieux nourrir les mitochondries en énergie. Donc finalement, de réduire des inflammations, potentiellement, si ce n'est de ralentir le vieillissement, au moins de ne pas l'accélérer. Donc voilà, en tout cas, il y a une effervescence autour de ce domaine-là que je trouve hyper intéressant. Et ça vient aussi avec une autre grande tendance du CES, c'est la tendance de la consumérisation de la santé. Avant, il fallait attendre d'aller chez le médecin ou à l'hôpital pour parler santé. Aujourd'hui, en fait, on a de la santé directement dans nos équipements, à la maison aussi. Cette année, WeThings a lancé une station longévité. Oui, quand même. Absolument. Et donc, en fait, voilà, du coup, la santé va directement chez le consommateur. Et avec l'intelligence artificielle, le consommateur peut mieux comprendre aussi ses données de santé et agir au plus tôt. Ouais. Bon, donc tout ça, ça peut laisser présager une démocratisation de ces outils-là qui jusqu'à présent étaient réservés à des fous furieux comme toi. Oui, exactement. Et voilà, je pense que l'intelligence artificielle aussi permet cette démocratisation en termes d'accès. Parce qu'en effet, avant, voilà, moi j'avais plein de données, j'avais un tableau pour comprendre toutes ces données, mais aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent simplifier en effet l'analyse de ces données et vous donner concrètement ce qu'il faut faire pour vous. Et c'est assez marrant d'ailleurs que hier ou avant-hier, donc avec la keynote d'AMD, il y avait le cofondateur de OpenAI qui était sur scène. Et je ne sais pas si tu as vu, il a raconté que Fujitsumo, comme la française CEO des applications d'OpenAI, a eu sa vie quasiment sauvée grâce à ChatGPT. Elle était à l'hôpital pour une urgence. Le médecin, en 5 minutes, il a dit on va vous faire tel traitement. Elle a dit attendez, je vais demander à ChatGPT parce que ChatGPT, il a tout mon historique médical. Et apparemment, elle avait une condition qui prévenait le traitement qu'elle allait potentiellement subir. Et là, le médecin a dit je ne savais pas que vous aviez cette condition. En effet, heureusement que vous l'avez dit, on va pas faire ça et on va trouver notre piste. Et donc, en fait, même les médecins, pour mieux faire le diagnostic, en fait, finalement, les données des consommateurs avec l'IA permet aussi d'avoir des diagnostics plus précis. Ouais, et ça fait rêver. Mais il y a la question des données personnelles, des données de santé. Alors Fujitsumo, elle travaille chez OpenAI. Donc effectivement, on peut penser qu'elle a confiance dans sa solution. Puis en tout cas, elle y confie, ça reste en famille. Mais pour des Français, etc., nos données de santé, on ne va pas les donner à n'importe qui. Oui, après voilà, je pense qu'il y a plein mal de solutions maintenant pour potentiellement qu'en effet vos données elles soient soit uniquement en local, pas forcément dans les clouds ou dans les codes plus sécurisés. Donc il y a des solutions. Si on est à cheval sur ces préoccupations-là, est-ce qu'on risque pas de perdre aussi l'avantage de l'innovation technologique et de l'intelligence artificielle ? C'est la question. Après, il y a peut-être un choix à faire. Est-ce que vous préférez votre vie privée ou votre vie tout court ? Donc, ouais, c'est une vision des choses. Voilà. On va essayer de trouver un juste milieu. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Merci beaucoup, Arnaud G de KT Innovation. À bientôt. Monde numérique. Alors sinon, pour ce qui est des innovations véritablement en e-santé, le CES reste un formidable marché, un formidable déballage de nouveautés en tout genre. Mais là encore, pas toujours facile de s'y retrouver, pas toujours facile d'aller au-delà des pitchs très attractifs des start-upers. Il faut savoir distinguer ce qui vaut le coup et ce qui est moins intéressant, et notamment quand ce sont des professionnels qui sont sur place. Et parmi les visiteurs très intéressés par cette thématique, eh bien, des professionnels de santé français que j'ai rencontrés. Nathalie Domingue, elle représente l'AFIB, l'Association française des ingénieurs biomédicaux, et elle vient chaque année faire son marché, et plus encore au CES de Las Vegas. Bonjour Nathalie Domingue. Bonjour Jérôme. Alors, vous êtes au CES ici, professionnel de santé, c'est ça ? Exactement. Vous êtes à la tête d'une délégation de professionnels de santé. Expliquez-moi ce que vous êtes venu faire au CES depuis la France. Alors nous sommes l'AFIB, l'Association française des ingénieurs biomédicaux. Nous sommes une délégation de 6 ingénieurs biomédicaux. Donc notre travail, nous, c'est de faire les achats des équipements biomédicaux dans les centres hospitaliers français.
Et nous sommes venus en délégation pour découvrir les innovations en priorité française, qu'on ne découvre qu'au CES en priorité. Exactement. Et ensuite voir ce que font aussi les autres pays, et on le découvre chaque année. Ça fait 4 ans qu'on fait ce CES. On découvre que les autres, la Corée, le Japon, etc., les États-Unis ont les mêmes problématiques que nous en termes de dispositions médicaux, en termes aussi de tout ce qui est infirmier, avec des certifications des services infirmiers, etc. Et quelles problématiques on a en commun, et comment ils ont résolu ces problématiques, et qu'est-ce que nous, on pourrait faire dans nos établissements. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement et qu'est-ce que vous avez trouvé ou pas ? Alors, en priorité, c'est mettre en avant les sociétés françaises, les start-up françaises qui sortent des équipements médicaux et qui sont toujours dans un dédale de procédures en France et en Europe, et comment on peut les accompagner et leur donner de la visibilité au niveau de nos établissements hospitaliers. Donc on rédige un article, on fait toutes les rencontres, les interviews aussi, on rédige un article pour pouvoir ensuite transmettre à nos collègues sous forme de présentation et d'articles de newsletter. Mais est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de solutions que vous avez repérées ? Alors là, ça fait 2 jours, donc nous on n'a pas les avant-premières. C'est beaucoup de jours à l'échelle du CES, on peut faire beaucoup de choses en 2 jours. Ce qu'on a repéré là, c'est Siaptic, la société Siaptic, qui fait des ceintures pour les personnes à déficience visuelle, pour avoir aussi non seulement quand ils se dirigent la partie donc comme une canne blanche en fait, mais aussi toute la notion de profondeur, d'obstacles, de vitres, etc. qu'on n'a pas sur une canne blanche classique. Ouais, tout à fait. On a vu aussi, c'était Wheelmove. Wheelmove, c'était un système de roues tout-terrain pour les fauteuils roulants. Qui permet d'aller sur de l'herbe, des cailloux, des pavés aussi, et sur batterie. Okay. Donc un système de batterie d'une roue qui complète un fauteuil roulant déjà existant. Donc on ne change pas le système du fauteuil roulant. C'est un ajout de cette fauteuil roulant, et après la personne, qui peut être autonome sur les circuits, et même c'est sur une forme de télécommande, et donc peut transmettre la télécommande à quelqu'un qui le dirige, et il peut se diriger comme ça. Okay. Donc ça c'est super aussi. Donc pareil, c'est un dispositif médical qui sera ensuite, ils sont en train de faire les démarches pour la prise en charge vers la sécurité sociale, pour après pouvoir avoir le remboursement. Donc ça c'est des innovations françaises. À l'étranger, vous avez trouvé des choses ? À l'étranger, on a vu encore, nous on a vu Glidance, qui est une canne, pareil, une canne blanche toujours, une sorte de canne blanche, mais c'est un petit robot sur roue avec un GPS intégré. Et donc par exemple, les personnes à mobilité réduite, quand elles rentrent dans un bâtiment, comme il y a de l'IA dedans, on va dire, moi je voudrais aller à tel étage, donc il va se diriger, les roues aussi, pour aller jusqu'à l'ascenseur et monter au bon étage, etc. Donc ça, c'était impressionnant aussi. Mais alors, tout ce qu'on voit ici, on le sait, au CES, il y a beaucoup de choses parfois un peu spectaculaires. Après, dans la pratique, comment est-ce que vous faites pour savoir si tout cela est fiable, pourrait être véritablement utilisé dans les hôpitaux en France Alors déjà, c'est le modèle économique. Est-ce que le modèle économique est viable ou pas avec le système de santé français ? Qui n'est pas toujours adapté. Et ensuite, les mettre en relation aussi avec les centres d'innovation et de recherche clinique, pour pouvoir après faire les recherches cliniques, et après, dans quelques années, pouvoir être dans nos hôpitaux. Oui, parce qu'il y a une dimension administrative et autres qui est très lourde importante, dans nos hôpitaux. Qui est très lourde. Exactement. On est au-delà de l'innovation pure. C'est ça, exactement. La difficulté, c'est pas tant de faire communiquer en IA, mais de remplir des formulaires. Mais voilà, et se faire connaître. Parce que les startups se connaissent entre startups, après tout ce qui est centre de recherche, etc. Mais comment on devient grand public et hôpital de province, etc. Vous avez encore un exemple où on a fait le tour ? Non, il y avait HopAI aussi, qui était une application pour tout ce qui est palpation mammaire. Donc ça, c'est français. Innovation française, pour aider les femmes à faire les dépistages du cancer du sein. Et l'idée, c'est de partir du prérequis que la femme connaît sa physionomie et va lui dire régulièrement comment faire, etc. pour après pouvoir détecter entre 2 mammographies. Les mammographies, c'est tous les 2 ans, mais quand l'anomalie apparaît avant les 2 ans, comment on arrive à faire. Et ça, c'était super aussi. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Domingue de l'AFIB, donc l'Association française des ingénieurs biomédicaux.
Autre star au CES de Las Vegas cette année. Il tient sur ses deux pattes et il a le regard perçant, le robot humanoïde. Des dizaines de robots humanoïdes, on peut le dire, cette année. Ils se ressemblent un peu tous et pourtant ils ont chacun leur spécificité. Certains sont un peu brinque-ballants, on sent qu'on n'est pas encore au bout du processus, il leur manque encore véritablement de l'intelligence artificielle. Aucun ne semble totalement opérationnel et pourtant certains affirment au contraire que leurs robots vont véritablement jouer un rôle très prochainement dans l'économie. C'est le cas par exemple de cette start-up américaine que j'ai rencontrée sur place, Starbot qui propose un robot, lui, destiné spécifiquement à la restauration pour suppléer le manque de main-d'œuvre dans les restaurants. Alors pour tout vous dire, au moment où j'ai réalisé cette interview, le robot Starbot était un peu en panne et c'était amusant de voir les gens de l'équipe en train de le réparer avec même des bouts de scotch. Donc pour vous dire qu'on n'est pas totalement toujours dans le produit fini. Et pourtant, Luis Gregorio affirme que son robot est tout à fait capable de jouer les serveurs dans les restaurants. We are Starbot, we're based in Santa Barbara, Californie. Nous sommes Starbot, nous sommes basés à Santa Barbara, en Californie, et nous nous concentrons sur les robots de service. Le robot que vous voyez ici est un robot qui peut travailler dans les restaurants et les hôtels. Il peut fournir des services. Lorsque les clients se rendent au restaurant, ils peuvent commander leur repas directement avec le robot. Le robot peut également apporter la nourriture à table. Ça peut vous aider à célébrer des occasions spéciales comme les anniversaires et vous pouvez le faire en plusieurs langues. Le robot permet aussi de payer directement l'addition. Dans un environnement hôtelier, il peut vous assister pour le service en chambre, il peut vous aider à faire votre enregistrement dans votre chambre et il peut également transporter vos bagages jusqu'à votre chambre. Donc, tout ce qu'un serveur ou un réceptionniste peut accomplir, le robot peut vous aider à le réaliser également. Mais est-ce qu'il est réellement fonctionnel ? Oui, il fonctionne aujourd'hui. Nous y travaillons activement. Oui, le robot est déjà opérationnel dans un restaurant à Santa Barbara, en Californie, et nous espérons en déployer davantage très bientôt. Il y a beaucoup d'attentes autour des robots, mais on voit que c'est difficile d'avoir des systèmes qui fonctionnent vraiment bien. Auparavant, nous travaillions aussi avec d'autres robots, mais ils étaient parfois difficiles à gérer. C'est pourquoi nous avons créé ce modèle-ci. Et celui-ci, nous avons découvert, est bien plus stable, bien plus rentable et beaucoup plus efficace. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un robot à roues. C'est donc une approche pour gérer la stabilité de cet appareil. Ainsi, quand il opère sur le terrain, nous rencontrons beaucoup moins de problèmes, ce qui le rend bien plus fonctionnel de cette manière. Il y a beaucoup de compagnies qui proposent des robots aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez vous distinguer, vous, chez Starbot? OK, so yes, correct. D'accord, oui, c'est tout à fait exact. Et il y a énormément d'entreprises qui sont présentes sur le marché. Certaines d'entre elles sont bien plus grandes et disposent de moyens financiers bien plus importants que les nôtres. Mais la différence, je pense, c'est que nous sommes déjà en partenariat avec un restaurant, ce qui signifie que nos robots sont opérationnels sur le terrain et nous recueillons des données précieuses grâce à eux. Nous avons donc une expérience concrète et sommes en mesure de traiter ces informations pour résoudre les problèmes que nous rencontrons. C'est, à mon avis, un point essentiel qui nous distingue. Donc vous pensez que vous êtes vraiment un compétiteur sérieux sur le marché du robot? J'aimerais vraiment le croire. Je pense que nous y parviendrons. Oui, nous y parviendrons. Et nous sommes en pleine expansion, donc nous sommes vraiment très impatients de voir où tout cela va nous mener. Nous espérons donc déployer beaucoup plus de robots à travers le monde. Les robots de service, ça a l'air très bien, mais on voit qu'ils sont très lents, ils ont des mouvements très lents. Est-ce que c'est pas un problème quand même? Correct. So they are. Ils sont un peu plus lents qu'un humain, mais ils peuvent faire le travail avec un peu de temps. Mais non, ça n'a pas été un problème. Comme vous pouvez le voir, ça bouge. Et oui, ça bouge. J'ai vu en effet la main du robot essayer d'attraper un gobelet pour me le tendre. Ça a, on va dire, plus ou moins fonctionné. Voilà pour Starbot. Et voilà pour ce coup d'œil sur l'Eureka Park, 4e jour du salon de Las Vegas. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez être sûr d'en retrouver un autre demain. Et puis surtout samedi, le récap complet dans l'hebdo. On débriefera tout ça avec Bruno Guglielminetti et puis aussi avec beaucoup d'autres intervenants. Cet épisode vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Je vous retrouve demain. Salut.